Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis dans une circonstance tout à fait extraordinaire. Et un chiffre donne la mesure de ce qui est en train de se passer. 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards d'euros. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3. On y va. Explosion in central London. Can we find the Home Secretary? I'd like to be able to tell the ambassador whether her husband is alive or dead. Can you hear me? No. Kerviel, un trader, 50 milliards, une série documentaire sur l'un des plus gros scandales de la finance. Hippocrate, saison 3, l'autopsie d'un hôpital en crise. Et la diplomate ou la géopolitique mondiale racontée sur le petit écran. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche entièrement consacré à l'actualité des séries. Bienvenue à tous. Je suis bien sûr en compagnie de Nina Masson, notre experte en la matière. Bonjour Nina. Et nous recevons aujourd'hui Fred Garçon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur donc, de cette série documentaire Kerviel, un trader, 50 milliards, une plongée au cœur de l'une des affaires financières les plus retentissantes de ce siècle. On va en parler dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, Nina, présentez-nous un peu la série. Alors, comment un homme a-t-il pu, à lui seul, faire perdre 4 milliards 900 millions de dollars à une seule banque, donc la Société Générale? Eh bien, 16 ans après les faits, la question captive encore. Et cette très bonne série documentaire s'est fixée comme objectif d'y répondre en 4 épisodes de 45 minutes. Elle retrace donc les étapes clés de cette affaire qui est depuis devenue un symbole des dérives de la finance à partir de ce 24 janvier 2008, lorsque la Société Générale annonce des pertes colossales liées à la fraude de l'un de ses traders alors inconnu, c'est sans précédent. Ce sera alors le début d'une longue saga judiciaire et médiatique pour Jérôme Kerviel, qui va être condamné donc à 3 ans de prison ferme en 2010, même s'il est sorti au bout de 100 jours, je précise, avec un bracelet électronique. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais accro à la performance, accro à faire plus d'argent, accro à gagner. Cet escroc, ce fraudeur, monte un système de fraude extraordinairement sophistiqué. Là, le monde bascule. Comment un trader débutant a pu jouer plus que les fonds propres de la banque? Forcément, il ne se passait rien quand il gagnait. Ça me paraît impossible que personne n'ait rien vu. Jérôme Kerviel. On est sur un combat médiatique, là. C'est mon dossier. Je reprends mon destin en main d'une certaine façon. Les Français étaient derrière lui. J'ai cru que ma famille, c'était la Société Générale. Je me suis planté. Fred Garçon, on l'a vu sur ces images, vous avez eu accès à presque toutes les personnes impliquées dans cette affaire, dont Jérôme Kerviel lui-même, qui livre sa version des faits. Vous avez eu aussi accès à l'ancien PDG de la Société Générale, Daniel Bouton. Vous avez mis 2 ans pour réaliser ce projet. À quel point avez-vous eu les coups des franges? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous l'avez dit, en fait, l'idée, c'était de pouvoir pouvoir comprendre en fait ce qui s'est passé. L'affaire a été énormément documentée au cours des 15 ans de procès, depuis l'éclosion de l'affaire jusqu'à 2016 et 2018. Donc on avait tous eu presque annuellement, de façon très détaillée, les échos de cette affaire. Et comme citoyen, j'étais super intéressé, comme cinéaste et scénariste aussi, parce qu'il y avait tous les éléments du thriller. Il y avait un jeune homme, il y avait ce qu'on appelle un système, mais derrière un système, c'est des gens. Donc l'envie que j'avais comme cinéaste, c'était de rencontrer ces gens. Et donc ça a été assez long, effectivement, de pouvoir contacter tout le monde, de pouvoir rassurer tout le monde et de pouvoir assurer un point de vue de neutralité pour ensuite organiser un réel thriller. Il y avait tous les éléments du thriller. Mais alors justement, après avoir eu la possibilité de rencontrer tous ces acteurs, d'avoir vraiment décortiqué tous les détails de cette affaire, quel sentiment elle vous laisse? Nous bâtissons de très 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 grosses entreprises et la place de chacun est difficile à trouver. Et en fait, on a tous... Jérôme Kerviel, c'est intéressant parce qu'il dit beaucoup qu'il vient de sa Bretagne. On sent bien que les études qu'il a faites, il les compare aux études qu'ont fait les traders qui sont à côté de lui à ce moment de cette carrière, et peut-être qu'il ne se sent pas aussi sûr de lui, peut-être qu'il a envie de prouver, peut-être qu'il a envie de se prouver, et dans ces sociétés si grosses,
eh bien, il y a une voie pour ce genre de comportement. Mais on peut rester impartial, justement, en côtoyant de façon approfondie tous les acteurs de cette histoire. Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que on l'est au final et on ne l'est pas au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, mon cœur et le cœur de l'équipe balançaient. On se dit, mais enfin, comment c'est possible? Pourquoi? Comment? Et tous les intervenants sont d'une grande sincérité. Et donc c'était intéressant de se dire, ok, en fait c'est un changement de point de vue qui peut permettre de raconter la même histoire avec des conclusions et des implications différentes. Ce qui est vrai, c'est que chacun des personnages qui, de près ou de loin, a été pris par dans le tumulte de cette affaire. Les montants sont tels, l'importance dans notre système de grandes banques comme ça est telle que toutes ces vies ont été très très ébranlées. Alors cette saga judiciaire a déjà donné naissance à plusieurs projets, dont le livre de Jérôme Kerviel lui-même, L'Engrenage, mémoire d'un trader, c'était en 2010. Il y a eu aussi le biopic L'Outsider, réalisé en 2016 par Christophe Baratier. Est-ce que vous pensez que le format série s'adapte le plus à cette histoire ? Alors le plus, je ne sais pas, mais merci de poser cette question, parce que je trouve que le film de Christophe Baratier était vraiment très réussi. Après, c'est un film de cinéma. D'après une histoire vraie. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une série documentaire, donc avec le temps d'une série, avec les rebondissements possibles d'une série qui peuvent poser toutes ces questions, les questions dont vous parliez, comprenez-vous, pourquoi, comprenez-vous, et en fait l'idée c'était de comprenez-vous qui, et l'idée c'est de pouvoir tous et toutes les comprendre un à un, malgré le fait qu'ils aient des point de vue très différent. Leur donner la parole et peut-être aussi essayer de mieux comprendre. Vous restez encore un peu avec nous, Fred Garçon. On continue à passer en revue l'actualité des séries avec vous, Nina. Après le monde de la finance, on passe à celui de la santé, qui est également passé au crible par une série largement saluée par la critique. Il s'agit de Hippocrate de Thomas Lilti, qui revient avec une saison 3. Oui, une saison 3 qui, on le voit, a pour surtitre « Soigner, c'est résister » et jamais une série ne l'aura aussi justement montré. Les 2 premières saisons mettent en scène l'hôpital comme un paquebot qui coule, avec des soignants qui tentent tant bien que mal de le maintenir à flot. Et la 3e saison nous plonge à nouveau au cœur du réacteur. On est en plein été, SOS Médecins est en grève. Les urgences de l'hôpital Poincaré ferment à 20h en raison du manque de personnel et de lits. Toute une population se retrouve alors sans accès aux soins. Or, les patients affluent, c'est pas une question de saison. Se pose alors la question, jusqu'où peut-on aller pour sauver des vies quand on est face à un système en fait qui refoule des patients et qui refuse de soigner? En fait, jusqu'où peut-on désobéir au nom du serment d'Hippocrate? C'est la question dont s'empare cette série. On regarde la bande-annonce. On se retrouve ce matin dans une situation extrêmement tendue avec l'arrêt de SOS Médecins. Il y a trop de lits qui sont fermés là. On n'a pas les effectifs. Tu l'as mis où? Sous l'internat. T'aurais fait quoi à ma place? Si on veut tenir, faut qu'on organise les tours de garde. Faut qu'on arrête de mettre de la fake partout. On n'a pas une bonne raison de le garder. Vous avez fait ma tête. Tu peux admettre que Poincaré, c'est tout pourri. Il n'y a rien qui fonctionne. Ce que tu vois pas, c'est que Poincaré, c'est toute ma vie. J'ai tout vécu, moi, ici. Alors Nina, est-ce que cette saison 3 est à la hauteur des 2 précédentes? Oui, 1000 fois oui, elle est magistrale, cette 3e saison, elle ne vous lâche pas, on la regarde en apnée, d'ailleurs dès les premières secondes avec une scène coup de poing que je ne vous raconterai pas. Regardez la série, elle est frappée comme dans les deux premières saisons, elle est frappée par une puissance documentaire vraiment hors du commun, une puissance soutenue cette fois, contrairement à votre projet, Fred Garçon, par la liberté qu'offre la fiction, avec un côté thriller dans la mise en scène. Mais voilà, ça ne se fait pas au détriment aussi de la réalité documentaire que cette série révèle, et c'est vraiment stupéfiant. Oui, c'est particulièrement réaliste. Eh bien, dans toute cette saison, rien n'est vrai, mais tout est vrai. Ce sont les mots de Thomas Lilti, le réalisateur. L'idée du soin comme une résistance lui est en fait venue pendant le Covid. Je rappelle qu'il est médecin de profession. Le
Le cinéaste avait raccroché la blouse à l'époque pour prêter main forte à l'hôpital Robert Ballanger, où la série est d'ailleurs tournée. Et il a lui-même, comme dans la série, été confronté au tri des patients. C'est pas un secret, ça s'est passé pendant le Covid. Il a aussi dû travailler avec les moyens du bord. À savoir dans sa fiction un hôpital clandestin en sous-sol, symbole du naufrage de l'institution publique. Franchement, c'est la saison la plus politique des 3. Il y a des choses que seul le réel est capable d'inventer. Pour moi, c'est une série vraiment d'utilité publique sur une institution, donc l'hôpital, qu'il faudrait aussi penser à soigner. Et ben on va justement terminer avec une autre série politique. Fred Garçon, vous nous disiez hors antenne que vous aimez cette série. Ça s'agit de La Diplomate. Et là, c'est la saison 2. Oui, c'est la saison 2. Une série donc qui dépeint l'échiquier géopolitique avec les codes du thriller, là encore. La Diplomate, donc saison 2. C'est un récit d'espionnage mis d'ailleurs en ligne quelques jours avant la présidentielle américaine. Ça a son importance puisque l'héroïne est une femme. On retrouve à Londres l'ambassadrice des États-Unis, Kate Weiler, persuadée de l'implication du Premier ministre britannique dans un attentat qui a failli coûter la vie à son mari. Un mercenaire russe est rapidement désigné comme coupable et éliminé par Downing Street. La diplomate doit alors nager en eau trouble pour enquêter sur les plus hautes sphères du pouvoir britannique. Voilà, c'est une nouvelle saison qui se met à nouveau à la hauteur des enjeux qu'elle traite, à savoir les coulisses du pouvoir, le hors-champ aussi des négociations géopolitiques de très très haut niveau. Bref, si vous regardez beaucoup France 24, ce que j'espère, puisqu'ici on prend souvent le pouls de la diplomatie mondiale, eh bien ça va forcément vous parler et ça va forcément vous passionner, et c'est disponible sur Netflix. Bon, on va justement se quitter sur des images de la série La Diplomate, des images supplémentaires. Merci beaucoup Nina, à très bientôt. Merci aussi évidemment à Fred Garçon d'être venu nous voir pour nous parler de votre série documentaire Kerviel, un trader 50 milliards. Ça arrive sur la plateforme Max le 29 novembre prochain. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite. You're going to get yourself killed. You made a tactical error, and it was deadly. It's the cost of doing business. Don't ever say those words to me again. You dug up a conspiracy inside this government. You think you're playing chess, but actually you're playing checkers. She is not a vice president. She's running with scissors right into my staff and me. The vice president is on her way to London. Does she know about me? Yeah, she definitely knows.